Bonjour à tous, je crois que nous allons pouvoir démarrer. Chers amis, amoureux, acteurs de la vie du livre, au nom de Vincent Montagne, qui est retenu par la visite du président de la République en Chine et du syndicat national de l'édition, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue aux nouvelles assises du livre et de l'édition. Et je ne cacherai pas notre joie de vous voir déjà si nombreux au rendez-vous. Et la salle continuera certainement de se remplir dans les minutes qui viennent. Après 25 assises du livre numérique, c'est une nouvelle formule que nous inaugurons aujourd'hui. Le mérite en revient d'abord à Florence Souillot, président de notre commission numérique, qui, conjointement avec Alban Cerisier, a proposé que le champ de cette journée soit élargi à l'ensemble des enjeux du livre et de l'édition. Non pas évidemment que la question du numérique soit dépassée, elle sera le plus souvent en toile de fond et parfois au tout premier plan de nos débats, mais parce que le moment impose que nous prenions la mesure de l'ensemble des mutations en cours. Cette idée s'est rapidement imposée comme une évidence. Il a fallu la mettre en œuvre et je remercie Florent et Alban, promptement rejoints par Cécile Boyer-Ringe, qui se sont attelés à la conception du programme qui vous sera présenté dans un instant. Nous avons décidé de placer cette journée sous le thème du pouvoir des livres. C'est un geste fort, d'abord de confiance, celui d'une conviction viscérale. Le livre transforme les existences, les idées, les sociétés. Cette puissance du livre, auteurs, éditeurs, libraires, adaptateurs, la diront avec toute la richesse de leur regard croisé. Mais le livre se transforme aussi. François Gesse parlait des deux corps du livre, et l'autre corps du livre, c'est celui de son économie. Pour que le livre continue de changer le monde et la vie, il faut qu'il vive lui-même. Il me reviendra aujourd'hui d'assumer le rôle du porteur de mauvaises nouvelles. 5 ans après, une fois mis à distance les soubresauts de la pandémie, je crois qu'on peut le dire simplement, les chiffres ne sont pas bons. Rassurez-vous, je ne vous infligerai pas courbes et ratios de si bon matin, ça sera pour cet après-midi. Mais le livre recule et il est de notre responsabilité de porter un regard lucide sur des tendances qui sont à la fois nettes et défavorables. Les causes en sont évidemment multiples. Et je ne citerai que 4 facteurs parmi les plus puissants. L'inquiétant recul de la lecture. Et je saisis cette occasion pour saluer le travail considérable mené par les États généraux de la lecture pour la jeunesse, en formant le vœu que le plan d'action décennal annoncé apporte des réponses à la hauteur de l'enjeu. La lame de fond de l'occasion, et nous verrons qu'elle ne retombe pas. La montée, sans doute à plus bas bruit, du piratage en ligne. Et évidemment, la menace protéiforme de l'intelligence artificielle. On peut avoir des lectures différentes des impacts respectifs de ces facteurs, mais une chose est sûre, l'édition doit faire face à une baisse de la demande qu'il serait imprudent de tenir pour conjoncturelle. La tension économique qui en résulte impose à tous de s'adapter pour rendre cette baisse soutenable. Et de fait, nous y répondons déjà, individuellement et collectivement. Individuellement, ce sont ces inflexions dans une somme de comportements individuels qui font une tendance sectorielle. Baisse de la production de nouveautés, ajustement des tirages, diminution des taux de retour. Je vous livrerai quelques chiffres tout à l'heure. Collectivement, ce sont des initiatives dont le meilleur exemple est sûrement Phileas, cet outil qui vous sera présenté cet après-midi, qui est le produit de la détermination farouche et conjointe des auteurs, éditeurs et libraires, afin d'ouvrir à tous l'accès aux données de vente, avec à la clé une amélioration de l'efficacité économique et environnementale de notre filière. Cette promesse tenue est un signe fort de solidarité, et ce n'est que sur de solides relations de confiance entre les acteurs interdépendants de la chaîne du livre que nous pourrons apporter des réponses collectives efficaces à tous les défis qui s'imposent à nous. À cet égard, je tiens à saluer la création le 6 novembre de l'association de médiation des auteurs et éditeurs de livres, qui favorisera le règlement amiable des différends qui peuvent naître dans l'exécution du contrat d'édition. C'est une vieille promesse également, elle est aujourd'hui tenue. Pour autant, je gage que les occasions de nous retrouver au tribunal avec les auteurs ne manqueront pas, mais au moins serons-nous du même côté de la barre. Nous le sommes déjà face à un des géants du numérique, un de ces acteurs de l'intelligence artificielle qui déploie avec constance une stratégie du fait accompli.
Face à des postures prédatrices, il est urgent de rétablir un rapport de force moins déséquilibré. Et je voudrais également saluer l'initiative du Sénat, portée par Laure Darcos, Agnès Evren et Pierre Ouzoulias, qui s'appuie sur le rapport d'Alexandra Bensamoun pour instaurer une présomption sur l'utilisation d'œuvres protégées. Car les réponses apportées par les acteurs du livre, individuellement et collectivement, ne peuvent pas tout. Plus que jamais, elles ont besoin d'être accompagnées par des politiques publiques qui sanctuarisent les fondements du monde du livre dans lequel nous voulons continuer de vivre. La liberté de publication, le respect du droit d'auteur, et auquel je ne crains pas d'ajouter celui du prix unique. L'actualité récente le démontre clairement, rien n'est jamais acquis face à des menaces qui se réinventent sans cesse. Au-delà de cette vigilance sur ces fondements, nous restons dans l'attente de réponses sur le livre d'occasion et l'intelligence artificielle. Leur développement ne doit pas se poursuivre plus longtemps au détriment des acteurs de la création. Des solutions existent, elles ont été mises en œuvre en leur temps quand il s'est agi du prix unique ou du photocopiage. Il est temps que la volonté politique s'en empare. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer mes plus vifs remerciements à la Bibliothèque nationale de France pour son accueil en des lieux qui incarnent aussi le pouvoir des livres, à la SOFIA et au CFC pour leur soutien, à Livre Hebdo, notre partenaire média, et par avance à l'ensemble des intervenants et modérateurs qui vont faire vivre cette journée. Nous avons souhaité la placer résolument dans une posture critique, fidèle en cela à la maxime d'Umberto Eco, les livres ne sont pas faits pour être crus, mais pour être interrogés. Je vous remercie. Merci Renaud pour cette introduction. J'ajoute un grand et chaleureux merci à toute l'équipe du syndicat avec qui nous avons construit ce programme, que vous connaissez, que vous avez dans les mains. À tes côtés, Hélène Conan, Marie Lebras et bien sûr Clémentine Guinebert, qui veille aussi à la commission numérique du syndicat. Il y a près de 20 ans, en 2008, nous lancions les premières assises du livre numérique, initiant un rendez-vous dédié aux enjeux du numérique dans notre secteur. À l'époque, déjà presque 20 ans, Amazon sortait son premier Kindle. Google avait déjà numérisé des millions de livres et les premiers smartphones faisaient leur apparition dans nos vies. Près de 20 ans plus tard, la grande vague numérique a eu lieu, mais elle n'a pas noyé l'édition. Elle a changé notre vie quotidienne, mais elle s'est aussi heurtée, dans notre secteur, à notre volonté de nous organiser collectivement pour préserver la diversité éditoriale et l'accès aux livres. À sa manière, l'édition a su garder le cap. Et l'engagement de tous les professionnels qui se sont succédés à cette tribune n'y est pas étranger. J'en profite pour saluer Virginie Clessen, qui a conduit pendant toutes ces années la commission numérique et ses journées de débat. Garder le cap ne veut pas dire que nous sommes arrivés, loin de là. Comme le disait Renaud, certains vents contraires se lèvent et se renforcent. Le détournement de la lecture par les écrans, ces grands artisans du repli sur soi, subis par tous et en particulier par les plus jeunes, constitue un risque majeur. À plus long terme, comment ne pas craindre également la délégation de nos facultés intellectuelles et créatives à des machines que nous ne maîtrisons pas? Ces vents sont ceux d'une vision utilitariste de la pensée, sans cesse accélérée et simplifiée à des fins économiques et politiques. Ils riment avec le renoncement et le repli sur soi. Les reconnaître lucidement est essentiel. Les combattre passe par la reconnaissance de nos forces face à eux. Les écrans cannibalisent le cerveau de nos enfants. Nos livres, vos livres, sont la meilleure des réponses, le rempart et l'antidote. Des IA pillent nos catalogues. Nous attaquons leurs concepteurs pour défendre nos droits et ceux de nos auteurs. Des sites proposent de faux livres générés par IA. Nous agissons auprès d'eux pour que tout le monde puisse les distinguer des vrais. C'est aussi pour cela que nous avons décidé d'ouvrir un nouveau chapitre de nos assises en élargissant l'horizon de nos débats et en replaçant en son cœur le livre, quel que soit son format. Ces nouvelles assises du livre et de l'édition sont ainsi consacrées cette année au pouvoir des livres. Nous aurions pu parler de l'innovation environnementale ou sociale du livre, des initiatives prises pour placer le livre dans la vie de tous, des nouvelles manières d'accéder à la lecture, mais le temps nous aurait manqué. Nous avons choisi de débattre du pouvoir social et politique du livre sur nos vies. Donner la parole à celles et ceux qui, dans les maisons,
vont venir nous parler de leur métier et qui ont accepté aujourd'hui de déroger à leur discrétion habituelle. Les éditeurs ne sont pas seuls et ils ne seront pas les seuls à s'exprimer. Des auteurs, libraires, chercheurs, professionnels du cinéma, du théâtre viendront à leur côté nous faire partager leur vision et leurs pratiques au service du pouvoir des livres. Tous unis, bien au-delà du monde de l'édition, par le pari de l'intelligence sur la facilité, du temps long sur le temps court, de la prise de risque sur la conformité. Nous pourrons ainsi écouter Étienne Klein nous parler des livres qui ont changé notre perception du monde, comprendre comment, grâce au relais essentiel des libraires, certains livres accompagnent et nourrissent les grands sujets sociétaux contemporains, saisir les enjeux de l'IA dans l'édition, en observer les pratiques avec un premier baromètre des usages, tenter de répondre avec Camille Desjardins à cette question qui nous concerne tous. À quoi bon apprendre avec des livres ? Suivre Fabrice Arfi dans son travail d'adaptation en série de son enquête d'Argent et de sang, faisant de la fiction un nouveau véhicule du réel. Montrer comment le cinéma et le théâtre nourrissent le livre, et inversement, et comment les publics se renouvellent. Mettre en valeur Phileas, une initiative collective qui renforce nos liens avec les libraires et les auteurs. Saisir les tendances du marché et les grands sujets de régulation face aux mutations de l'édition. En un mot, reprendre conscience ensemble de cette réalité, le livre est à la fois vivant et essentiel. Pour conclure, je rappellerai l'importance de ces rendez-vous pour stimuler et éprouver notre force collective. Nous ne sommes pas en visio, nous sommes là, vous êtes entièrement là, et donc merci bien sûr beaucoup à vous pour votre présence aujourd'hui. Nous voici parés, j'appelle maintenant, si vous le permettez, Alban Cerisier et Étienne Klein à monter sur scène pour lancer cette journée autour du pouvoir des livres. Cher Étienne, cher Alban, à vous la parole. Merci.